Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Donc, moi, c'est Nadia et je coordonne le collectif Défi pour ceux qui vont écouter la reprise sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a le professeur Grison Trésor Kakumbi Belumba qui est avec nous pour nous offrir une conférence qui a pour titre L'enfant et l'aujourd'hui de la protection de l'environnement pour une éducation à l'éco-sophie du nous africain. Donc, le professeur Kakumbi est professeur à l'Université de Kisangani, en République démocratique du Congo. Il est docteur en philosophie de l'Université de Kisangani, spécialisé en droit et éducation de l'enfant en contexte de conflit en République démocratique du Congo. Il a fait un postdoctorat en didactique de la philosophie avec les enfants à l'Université de Nantes via la chaire UNESCO France. Il est membre du comité scientifique de la chaire UNESCO de philosophie avec les enfants en France et chercheur associé au collectif Défi de l'Université Laval. En philosophie de l'éducation, ses recherches en didactique de la philosophie avec les enfants portent sur la littérature orale africaine, l'écosophie, le vivre ensemble, l'intra-inter-transculturel et les savoirs traditionnels africains. En philosophie du droit, il se préoccupe des droits des enfants en situation difficile, en rupture familiale, en contexte de conflit en République démocratique du Congo. Et sur la philosophie du numérique, il exploite l'intelligence artificielle et l'informatique appliquée à la recherche scientifique dans le laboratoire de philosophie du droit, de l'éducation et du numérique au département de philosophie dans lequel il est le directeur. Donc, voilà pour la présentation. Merci d'être parmi nous. Grison Trésor, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nadia, pour la parole. Je commence par vous remercier pour les choix portés à ma modeste personne. Je remercie tous ceux et toutes celles en ligne qui ont jugé utile de m'accorder leur temps pour m'écouter et échanger aussi. Le sujet est intitulé « L'enfant et l'aujourd'hui de la protection de l'environnement pour une éducation à l'écosophie du nous africain ». Comme il a été annoncé, il n'est secret pour personne que depuis plusieurs années, la planète Terre est menacée par les comportements des hommes qui utilisent plus de ressources que la Terre ne peut en fournir, plongeant ainsi la crise écologique, le réchauffement climatique avec ses conséquences. Dans ces contextes alarmants, il faut pour l'homme, et c'est dès son plus jeune âge, la conscience écologique d'appartenir, n'est-ce pas, à l'environnement qui garantit son existence. Cela implique pour lui la prise de conscience des droits et des devoirs par rapport à son territoire et au reste du monde. L'Afrique traditionnelle, que je voulais partager l'expérience ici, ne prend pas la nature comme séparée de l'homme, mais au contraire, brandit l'univers comme connaturel avec lui. C'est dans ce cadre que nous allons essayer de débattre ici. Quel est l'apport de l'Afrique dans la protection de l'environnement? Est-ce que l'Afrique n'apporte que l'environnement, dans le sens que ses forêts, ses eaux, sa biosphère, ou bien l'Afrique peut aussi apporter des idées maîtresses qui peuvent alimenter, n'est-ce pas, la garantie de la protection ou de la conservation de la nature. C'est pour cette raison que nous allons débattre en 3 volets. Le premier volet, on va élucider les concepts enfants et éducation. Et le deuxième volet, on va aborder la question d'éco-citoyenneté de la protection de l'environnement. Et enfin, les concepts que vous écoutez aujourd'hui de l'écosophie. Et l'écosophie, c'est quoi la question de l'écosophie du nous? Cette écosophie du nous n'est rien d'autre que les modèles africains de protection de l'environnement. C'est bien ça que nous allons essayer justement d'échanger avec vous. Alors, enfants.
juridiquement, l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. Quand on doit lire la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est bien ça. Et là, je sais déjà que Nadia se rappelle du débat que nous avons hier à Rome au Congrès mondial de philosophie. En Afrique, je voulais partager cette expérience africaine. Lorsqu'on parle de l'enfant, l'enfant s'est défini avant tout par rapport aux parents. L'enfant, pour ces points, montre que sur le rapport aux parents, ils sont non seulement biologiques, mais aussi tous ceux qui ont l'âge de ses parents. L'éducation familiale n'est pas l'exclusivité des parents biologiques. Elle est aussi de toute la communauté. Elle est dévolue à tout celui qui peut prouver une possibilité d'accompagner. Vous allez voir qu'en Afrique, l'enfant n'est pas seulement l'enfant qu'on a donné naissance. L'enfant, c'est tout celui qui a soit l'âge de son enfant ou tout celui qui a besoin de protection. C'est comme ça que vous allez voir ici chez nous en Afrique, un parent peut aller au marché, faire des achats, comme en Europe, on va faire les shopping. Il a laissé son enfant à la maison. Il ne laisse pas nécessairement auprès des membres de famille. La maman peut laisser l'enfant au voisin, à la voisine. Et quand l'enfant pleure, il n'y a pas de biberon au village, comme on en a ailleurs, comme il y a au Canada, en Europe. La femme voisine qui a accouché peut aussi allaiter le bébé qui n'est pas son bébé. Donc, la protection de l'enfant n'est pas uniquement réservée aux parents biologiques. La protection de l'enfant est justement l'apanage de tout membre de la communauté. C'est comme ça que l'enfant est pour tous. Deuxième compréhension de l'enfant, c'est tout celui qui n'est pas initié. Hein? C'est le synonyme de l'incirconcis, hein, comme on peut dire, les non-initiés. Hein? Pour marquer la rupture entre l'enfance et l'âge adulte, l'enfant qui est le futur adulte doit être préparé dans ce qu'on appelle la case initiatique. En Afrique, il y a ce qu'on appelle l'initiation à l'âge adulte. Je parle de l'Afrique traditionnelle. Hein. Donc, quand je parle de l'Afrique, il y a ce qui est resté dans l'Afrique traditionnelle et qui se retrouve aujourd'hui au village. Mais il y a aussi cette Afrique moderne qui, dans la mutation culturelle, dans l'inculturation, arrive aussi à copier le modèle occidental de socialité ou de sociabilité. Alors, le non-initié, c'est qu'on peut appeler dans les Swahili ici Kafri ou Kafiri. Hein, donc, tout celui qui n'est pas initié est considéré comme un enfant. Donc, lorsqu'on veut éduquer, lorsqu'on veut apprendre l'enfant, on doit tenir compte de ces dimensions-là, la fragilité. Pour conclure ce point, il y a un adage en Afrique ici qui dit, ici chez nous en RDC, quand l'enfant est dans le sein de sa mère, c'est pour cette maman. Mais une fois l'enfant sorti, c'est l'enfant de tout le monde. C'est pour cela, tout le monde, chaque adulte a l'obligation d'apporter la protection à cet enfant. Deuxième concept à élucider, c'est l'éducation. Du latin exducere, guider, or, sortir dehors, l'éducation n'est rien d'autre que un acte qui consiste à sortir une personne d'un état d'enfance à un état d'adulte. Par extension, l'éducation n'est rien d'autre que l'action de développer un ensemble de connaissances et des valeurs, notamment morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, etc., qui sont considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaité. Alors, pour me résumer, je préfère recourir à Olivier Reboul, qui résume les concepts d'éducation par 3 concepts. Éduquer, c'est élever. Éduquer, c'est enseigner. Et éduquer, c'est former. On élève l'enfant en famille, on l'enseigne à l'école et on les forme à l'université. Et Olivier Reboul va plus loin en disant les 3 concepts se résument par les concepts apprendre. Quand on élève, on apprend. Quand on enseigne, on apprend. Quand on forme, on apprend.
Mais il s'est fait. Ça, c'est une critique que je formule à la suite de Philippe Mérieux, avec qui nous avons été dernièrement à Nantes, en France, au Congrès mondial, à la Journée mondiale de philosophie. Philippe Mérieux critique le système scolaire aujourd'hui. L'école, ceux qui vont à l'école brandissent plus le désir de savoir que le désir d'apprendre. Et dans le désir de savoir, l'accent est mis sur ce qu'on connaît. Une fois on connaît, on pense qu'on s'arrête. Or, ce qu'on devait apprendre, ce ne serait pas le savoir, mais d'apprendre à apprendre. Parce que quand on apprend à apprendre, voilà ce qui compte le plus. Et c'est là le cœur du débat des pratiques de philosophie avec les enfants. Le désir, c'est d'apprendre aux jeunes à apprendre en se questionnant, en débattant, etc., au regard de certaines méthodes, notamment la CRP, la DVDP, etc. Alors, deuxième point, si nous avons déjà compris l'enfant, l'éducation, maintenant la question vient, quelle devient la question de l'éco-citoyenneté par rapport à la question de protection de l'environnement? Il convient de préciser que l'éco-citoyenneté est un comportement individuel ou collectif qui consiste à observer les principes et les règles destinées à préserver l'environnement. Et dans ces cas-là, apparaissent des droits et des devoirs vis-à-vis de l'environnement. C'est l'individu, le citoyen est appelé, n'est-ce pas, à se conduire de sorte que l'environnement demeure propice pour lui. Et pour le Mahatma Gandhi, être éco-citoyen, c'est vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. Il faut prendre conscience que le développement durable ne concerne pas uniquement les collectivités et les entreprises, mais aussi chaque citoyen, tout citoyen. Et à ce niveau ici, la protection de l'environnement ne peut réussir que là où le citoyen dégage, n'est-ce pas, un sens d'éco-citoyenneté. Même quand il est consommateur, il ne doit pas être seulement un consommateur, mais il doit être consommateur. C'est-à-dire un acteur qui, même dans sa consommation, il doit assurer la protection, n'est-ce pas, de l'environnement. Par exemple, quelles ont été les conditions de fabrication de tels produits? Est-ce que ce produit a été fabriqué avec des matières premières? De quel pays vient-il? Comme le cas de la République démocratique du Congo, où les appareils téléphoniques que vous avez là, ce sont les matières de minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Je dis une grande partie, hein, parce que la réserve mondiale se trouve dans notre pays. Alors, maintenant, si on comprend comme ça l'éco-citoyenneté, que devient maintenant la question de la protection de l'environnement face à ce qu'on peut appeler l'écologie profonde? Il faut que l'éco-citoyenneté atteigne ce qu'on appelle l'écologie profonde. Et comme nous le savons tous, avec l'entrée en scène de l'homme et de ses sciences et de ses techniques, l'écologie cesse de n'être qu'une écologie scientifique. De nos jours, elle touche un intérêt global. Elle devient même une question de vie ou de mort pour l'humanité et pour toute la biosphère. C'est pour cette raison, nous allons essayer d'aborder l'écologie dans sa connotation philosophique. Et ici, Raymond Matande nous présente une réponse à un certain nombre de questions que l'on peut se poser sur les rapports entre l'homme et la nature. Il s'agit ici de la question du sens de la nature, de sa valeur, de la possibilité d'un droit ou alors des droits propres à cette nature, de la possibilité pour cette nature, n'est-ce pas, d'être dite un objet de respect. Pourquoi il faut respecter la nature? Pourquoi et pourquoi? Et Luc Ferry essaie de nous éclairer en dégageant trois courants dans cette écologie profonde. Pourquoi il faut respecter la nature? Il y a trois courants
qui se dessine clairement, là où les débats écologiques ont pris la forme philosophique. Par exemple, dans l'éthique de la sauvegarde de Michel Lacroix, on veut juste préciser ici, selon Michel Lacroix, c'est une éthique qui veut sauver le monde pour sauver l'humain. Et de ce fait, on assiste à un courant anthropocentrique. C'est-à-dire l'homme est au centre, n'est-ce pas, de toute action de l'environnement, de toute action écologique. Ça, c'est le premier courant. Le deuxième, qui va plus loin et attribue même une signification morale aux animaux, consiste, n'est-ce pas, à prendre en compte le principe utilitariste, selon lequel il faut chercher aussi bien l'intérêt des hommes que celui des animaux, du fait que les animaux sont aussi capables de souffrir et d'éprouver du plaisir. Je voulais préciser ici, pour ces points, nous n'avons pas la même compréhension en Europe et ici. Vous voyez ici, on peut fouetter un chien, même qui passe, on peut jeter un morceau de pierre, surtout dans nos milieux ruraux. On peut transporter une chèvre sur la moto à des conditions qui ne garantissent pas le respect et la protection. C'est une des faiblesses que nous remarquons ici, contrairement à l'expérience que j'ai eu à faire en Europe, par exemple, où on sent cette garantie de protection, même de respect des animaux. Un chien peut passer ici, on jette un morceau de pierre, mais ce qui ne peut pas être le cas quand on est ailleurs, sinon il y a un procès. Ici, chez nous, on ne peut pas comprendre en Afrique qu'il y ait un procès entre un homme et un chien. Ça ne peut pas se faire. Ou un homme et un arbre. C'est parmi des malaises, ce qui nécessite l'interpellation que je veux donner aujourd'hui, que nous puissions revoir notre manière de compréhension, n'est-ce pas, de la vie avec la nature. Et dans le troisième grand courant, parce que l'insistance qui est sur la protection de l'environnement, en associant les animaux dans la protection, dans le respect, on veut ici insister sur une compassion au regard de la chair commune que l'homme partage, n'est-ce pas, avec la nature. Alors, et c'est ça maintenant qu'on pense que l'homme doit se décentrer pour s'ouvrir à la nature, aux autres espèces, en le protégeant. C'est l'homme lui-même qui se protège. Enfin, le dernier point, quel est maintenant l'essence de l'écosophie de nous? Je dois essayer d'expliciter les deux concepts. Je voulais d'abord commencer par la philosophie de nous. Il y a un philosophe congolais qui s'appelle Tchamalenga Ntumba qui parle de la bissoïté. En langue bantoue, ici en RDC, lorsqu'on parle de nous, bisso, Tchamalenga pense que c'est le primat, c'est le nous qui englobe. C'est comme ça dans les langages parlés, on dit moi nana bisso, moi si na bisso, ici chez nous on peut dire notre enfant. Quand en Europe on parle de mon enfant ou en Occident, ici chez nous on peut tranquillement dire notre enfant. Ok? C'est-à-dire l'enfant n'appartient pas aux parents biologiques. C'est ça là, c'est à cause de ce nous et processuel que nous avons même dans notre manière de parler. Quand je vais vous demander comment vous allez, je ne vous demande pas seulement vous, mais j'ajoute encore Boni Sangona Bisso. C'est-à-dire comment nous allons. Au lieu de dire comment vas-tu, je dis comment nous allons. C'est que ton état fait partie de mon état. Quand tu dis je ne vais pas bien, en langue bantoue, c'est comme si moi aussi je ne vais pas bien. C'est ce que je voulais d'abord clarifier, comme le dit Tchamalenga Ntumba. Maintenant, dans cette chaîne du nous là, dans ce vivre ensemble, il se fait qu'il y a maintenant une relation entre l'homme et la nature. Toujours dans le nous. Mais dans la relation l'homme et la nature, les Bantous ne voient pas la nature comme séparée de l'homme. D'où il y a ce que j'appelle la fraternité cosmique. Donc, la nature, les arbres, les plantes, les animaux
font partie des familles avec les humains dans la compréhension de la philosophie traditionnelle africaine. Bantou, voulais-je préciser. Donc ici, le vivre ensemble, comme on peut le remarquer, l'accent est mis sur la fraternité avec la nature. Et c'est là maintenant que nous voudrions insister. Donc, l'aujourd'hui de la protection de l'environnement doit jouer au plus grand respect de cet environnement. Et pour y arriver, il faut éduquer l'enfant dès le bas âge, apprendre déjà l'environnement comme faisant partie de la famille, faisant partie de sa fraternité, faisant partie d'un membre de la communauté. C'est comme ça, on ne doit pas couper les arbres comme on le veut, on ne doit pas tuer les animaux comme on le pense. Et d'ailleurs, ici, dans la culture, on a encore une mentalité de la culture surbrillée, parce qu'on a ce qu'on appelle la forêt équatoriale aussi. Et cette forêt équatoriale, c'est la forêt dense. Je crois après Amazonie, c'est la République démocratique du Congo, avec la réserve du Grand Lac ici, les bassins du Congo. C'est une réserve mondiale qui fait partie des poumons qui alimentent le monde en CO2, en carbone, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une sorte d'interpellation pour que nous comprenions que pour bien protéger l'environnement, il faut qu'on change le regard face à cet environnement. Et le regard, c'est d'arrêter de voir la nature comme un objet d'utilité, un objet d'usage. On doit arriver à voir dans la nature un autre soi, un alter ego même, s'il faut le dire, un autre membre de la famille. Et dans ces cas-là, vous allez voir maintenant que le traitement va changer. On va traiter les animaux, les plantes comme les autres êtres. Pour conclure, comme je voulais dire, l'écosophie n'est rien d'autre qu'une éco-éducation passe justement à l'écologie profonde. Ce qui veut dire il est temps aujourd'hui d'éduquer à l'écologie et cela, ça peut se faire soit dans les sciences d'éducation, c'est-à-dire ça fait partie des matières dans un des cours à l'école primaire ou maternelle, mais ça peut être aussi dans les cas des pratiques philo où on peut toucher des thématiques qui peuvent aider. Et de ce fait, on peut recourir maintenant selon les méthodes, selon qu'on est dans la méthode de Mathieu Lippmann, la communauté des recherches philosophiques, ou alors on est chez Michel Tosi avec les dialogues à visée démocratique et philosophique, ou bien d'autres. Donc, l'écosophie ici n'est rien d'autre qu'une éco-éducation, mais qui fait recours aux valeurs traditionnelles africaines, qui commence par voir la nature une fraternité, un membre de famille qu'il faut protéger pour se protéger. Et nous allons voir ici, si on parcourt l'expérience, il y a Michel Serres, Hans Jonas et Edgar Morin, qui chacun d'eux soutient explicitement ou implicitement que la nature a une valeur et en tant que telle, cette nature doit être respectée, protégée, sauvegardée. Pour Michel Serres, la Terre est un tout, une totalité dans laquelle tout est en interaction. La Terre est un système. Elle est siège d'interrelation entre, d'une part, les choses du monde et d'autre part, le monde des hommes. Et Serres estime que la solution au problème écologique d'aujourd'hui se trouve, n'est-ce pas, dans la signature d'un contrat naturel qui viendrait, n'est-ce pas, compléter les contrats sociaux, comme déjà on peut le remarquer avec, par exemple, Rousseau et les autres contractualistes. Avec Jonas, Hans Jonas, il y a de la valeur dans l'être, la valeur de quelque chose de fondé par le fait qu'elle existe, par le fait que la nature revendique même d'être respectée comme telle. Et chez Hans Jonas, nous avons ce qu'on appelle le principe responsabilité. Donc, on doit quitter chez Ernest Bloch le principe espérance vers le principe responsabilité où l'homme doit traiter la nature avec respect pour essayer justement de garantir son avenir, de garantir sa vie. Et je conclus justement par ces mots que j'avais donnés.
ce n'est que dans l'écosophie d'Innu, dans sa connotation proprement africaine, que le nous écologique qui rime à une écologie profonde, à une certaine écosophie de vivre ensemble, est au rendez-vous afin de permettre dans cette éco-citoyenneté, pour reprendre les mots de Sharp, la transformation des individus en personnes raisonnables et soucieuses d'autrui, plus engagées dans la création d'un monde juste et écologiquement équilibré. Éduquer l'enfant à la protection de l'environnement à travers un dialogue à visée philosophique, c'est aider l'enfant à fonder la fraternité avec la nature et à prolonger merveilleusement l'environnement autant que l'humanité. De ce fait, l'Afrique, la République démocratique du Congo, n'a pas seulement l'environnement incommensurable à protéger ou à irriguer pour le reste du monde, elle a aussi une écosophie d'Innu à même d'insuffler pour elle-même et le reste du monde. Je vous remercie.